Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour corriger l'épreuve de biologie du concours permettant d'accéder aux études de médecine organisées par l'ARES. Donc, c'est l'épreuve de 2023. Donc, avant de commencer, j'aimerais rappeler que mon équipe et moi, nous organisons des cours de préparation du 1er juillet au 21 août. Donc, comme chaque année, maintenant. Et ce sont des cours de préparation qui portent sur ce concours. Et on aura donc au total 175 heures ou 175 heures pour les plus belges d'entre vous, heures de cours réparties en 7 semaines, ce qui nous fait donc 25 heures de cours par semaine. Donc, en réalité, ce sera 5 heures de cours tous les jours. Donc, 5 jours par semaine, on a 5 heures de cours, et ceci pendant 7 semaines. Donc, si vous êtes intéressé par ce concours et par la préparation, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mes contacts ou nos contacts sont dans la description de la vidéo, et puis on pourra faire un petit meeting pour en discuter. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. Vous allez permettre que je ferme ma caméra. Donc, première question. La maladie de Huntington, ok, est une maladie neurodégénérative monogénique à transmission autosomique dominante. Ça, c'est très important. Donc, c'est une maladie dont la transmission est dominante. Ça veut dire que si le gène de la maladie est présent, qu'on soit à l'état homozygote ou hétérozygote, l'individu sera malade. OK? Et autosomique, ça signifie que ce n'est pas porté par un chromosome sexuel, non, ni par X, ni par Y, mais c'est porté par un autosome. Donc, ça veut dire que la fréquence de la maladie ne dépend pas du sexe. Qu'on soit un homme ou une femme issus des mêmes parents, on a exactement le même pourcentage de chances d'avoir la maladie. Donc, les hommes n'ont pas plus de chances d'avoir la maladie que les femmes et inversement. Les symptômes apparaissent en moyenne entre 40 et 50 ans. Un sujet masculin âgé de 25 ans est phénotypiquement sain. Ça signifie quoi? Ça signifie que même si j'ai le gène de la maladie et que j'ai 25 ans, en fait, je ne vais pas développer la maladie parce qu'on dit que les symptômes apparaissent à partir de 40 ans. Donc, un sujet sain âgé de 25 ans est phénotypiquement sain. Son père et son grand-père paternel sont atteints de la maladie de Huntington, puisqu'ils sont plus âgés, je suppose. Et donc, du coup, ils ont manifesté la maladie. Il n'y a pas d'autres cas décrits dans la famille, donc ni grand-mère ni mère ne sont atteintes. Le sujet s'unit avec une femme phénotypiquement saine, qui n'a pas d'antécédent génétique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la maladie dans sa famille, parce que si cette femme est saine, et que les parents de cette femme sont sains, sachant qu'ils ont probablement plus de 40 ans, ça signifie en fait qu'il n'y a pas ce gène dans la maladie, dans la famille, puisque la maladie est dominante. Ils ont deux fils. OK? Sur base de ces informations, les risques que leur fils aîné et leur fils cadet soient atteints de la maladie de Huntington sont respectivement deux. Donc, avant même de lire la question, déjà, on peut éliminer deux possibilités. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que la probabilité d'être malade pour une maladie autosomique ne dépend pas du sexe. Et la probabilité d'être malade, quelle que soit la maladie, ne dépend pas du rang. Donc, le fils aîné n'a pas plus de chances d'être malade que le fils cadet. Donc, c'est exactement la même proportion de chances. Donc, on peut déjà conclure ici en voyant ça que le fils aîné et le fils cadet auront exactement le même pourcentage de chance, la même probabilité de chance d'être malade. Donc, les réponses déjà qui nous donnent des probabilités différentes d'être malade pour les deux fils sont fausses. Donc, la réponse B, OK, la réponse B et la réponse D sont d'emblée fausses. Donc, sans même lire la question, sans même commencer à faire nos petits écrans, on peut conclure déjà que ces réponses sont fausses. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pédigré de cette famille. OK? Donc, on a un monsieur sain qui s'unit avec une dame qui est elle aussi saine. Donc, on a, du moins, le monsieur est phénotypiquement sain, ça veut dire qu'il n'a pas encore développé la maladie. Donc, on a ce monsieur qui s'unit avec une femme saine. Et ils ont donc deux enfants, qui sont deux garçons. On veut savoir s'ils seront malades ou pas. Maintenant, la famille de la femme, on s'en fout un peu parce qu'on sait que dans tous les cas, il n'y a pas la maladie chez elle. Maintenant, chez l'homme, on nous a dit tout à l'heure que son père et son grand-père paternel
sont malades. Ça veut dire le père du monsieur est malade. Donc, ça veut dire que si on veut remonter là, on a le père de ce monsieur qui est malade. Et le grand-père aussi qui est malade. Et les grands-mères ne sont pas malades. Donc, voilà déjà notre échiquier de notre pédigré, pardon. OK. Maintenant, définissons nos allèles. Si on définit, je vais écrire là en noir, si on définit l'allèle S comme étant l'allèle malade, bien on va prendre M, M comme l'allèle étant malade, et l'allèle N comme étant l'allèle saine. Ça veut dire qu'un individu malade peut être soit M sur M, soit M sur N. Et les individus sains sont obligatoirement N sur N. Donc ces individus sont sains et ces individus seront malades. Et ils vont développer la maladie à partir de 40 ans. Donc on peut déjà conclure que le génotype de tous ceux qui sont sains qu'on connaît, donc de la grand-mère est N sur N, le génotype de la mère est N sur N, le génotype de l'épouse est N sur N. OK? On est d'accord. Voilà. Donc, ceci signifie quoi? Ceci signifie que on doit déterminer dans le génotype du monsieur. Et pour déterminer son génotype, on doit revenir à ses parents. Donc, si on revient déjà aux grands-parents, la grand-mère est N sur N. Ça veut dire qu'elle a au moins transmis l'un de ses N au père. Ça veut dire que le père étant malade, il est forcément hétérozygote. Donc, lui, il est forcément M sur N. Quel que soit le génotype du grand-père, on s'en fout. Parce que forcément, même si le grand-père est M sur M, qu'il soit M sur M ou M sur N, on s'en fout. Dans tous les cas, celui-ci sera M sur N. Donc, sera hétérozygote. Et donc, s'il est hétérozygote, la probabilité que leur fils, donc ce monsieur-ci, soit malade, donc on va calculer ensemble, on fait notre petit échiquier de croisement. Donc, on croise donc M sur N avec quoi? Quelqu'un qui est N sur N. Ce qui nous donne donc la moitié, un demi de M sur N et un demi de N sur N. Donc, ce monsieur a 50% de chance d'être malade et hétérozygote, et il a 50% de chance d'être sain. OK? Et dans la probabilité où il est malade, il a 50% de chance de transmettre la maladie à ses garçons. On est d'accord donc. On peut donc calculer la probabilité comme étant quoi? La probabilité que lui déjà soit hétérozygote. Donc que ce monsieur soit hétérozygote. Parce que s'il n'est pas hétérozygote, s'il est sain, ça veut dire que ses enfants sont forcément N sur N. Donc la probabilité que ses enfants soient malades, c'est d'abord la probabilité que lui soit hétérozygote, qui est donc de 1 demi. Et maintenant, s'il est hétérozygote, c'est la probabilité qu'il a de transmettre la maladie à ses enfants, qui est donc de 1 sur 2 également. Il nous donne donc un quart. Donc, la probabilité d'être malade de chacun de ses enfants, peu importe le rang, peu importe le sexe, est donc de 1 quart. Donc, la réponse est juste, c'est A. OK? Question suivante. Pour tester l'effet de deux antibiotiques, la puromycine et l'actinomycine, on réalise 3 cultures de bactéries. Bacillus subtilis, on s'en fout du nom de la bactérie, en présence de la phénylalanine radioactive et de l'uracile. C'est quoi la phénylalanine? C'est quoi l'uracile? La phénylalanine, c'est un acide aminé. Acide aminé qui entre donc du coup dans la constitution des quoi? Des protéines. Mhm.
Et l'uracile, c'est quoi? C'est une base azotée qu'on retrouve au niveau de l'ARN. On est tous d'accord jusqu'ici, j'espère. Qui entre dans la constitution de l'ARN. OK. Donc, le fait de dire radioactif, ça veut dire qu'on peut suivre la quantité dans l'organisme. Les quantités d'uracile et de phénylalanine radioactifs incorporés dans les molécules bactériennes sont mesurées au cours du temps. On veut voir si ça augmente ou pas. En absence d'antibiotiques, en présence de l'un des deux antibiotiques et en présence de l'autre. OK, donc voilà les trois différentes cultures. Donc, on peut voir là que, premièrement, en absence d'antibiotiques, qu'est-ce qui se passe? Sachant que la courbe en trait continu, c'est la courbe de la quantité de l'uracile, et la courbe en trait discontinu, c'est la quantité de la phénylalanine. On peut voir quoi? On peut voir que pour ce premier-ci, où on a tout juste mis les bases, l'uracile et l'acide aminé, on peut voir que les quantités augmentent. Qu'est-ce qui peut se passer pour que les quantités augmentent? Alors, ce qui se passe, c'est que on va fabriquer quoi? L'ARN. Pour que l'uracile augmente, on fabrique l'ARN. OK, quand on fabrique l'ARN, l'uracile augmente. Et la fabrication de l'ARN, ça s'appelle comment? La transcription. Donc, on quitte de l'ADN à l'ARN. On appelle donc cela la transcription. Je vais abréger trans. OK? Et la production des acides aminés, donc des protéines, c'est la traduction. Donc, on va quitter de la lecture de l'ARN messager pour obtenir des protéines. On va appeler ça la traduction. Ça signifie quoi? Si la quantité d'uracile augmente, ça veut dire qu'on est en train de faire la transcription. Si la quantité de phénylalanine augmente, ça veut dire qu'on est en train de faire la traduction. Donc là, on peut conclure qu'on fait la transcription plus la traduction. On est d'accord que ce sont les deux étapes pour la production des protéines, pour la synthèse des protéines. Maintenant, regardons le tableau numéro 2, ou du moins le graphique numéro 2, même avant de lire les questions. Ce qu'on peut remarquer déjà ici, c'est que la quantité d'uracile augmente, mais la quantité de phénylalanine n'augmente pas. Donc la quantité d'uracile augmente, ça veut dire qu'on réussit à faire la transcription, mais la quantité d'uracile de phénylalanine n'augmente pas. Ça veut dire qu'on ne réussit pas à faire la traduction. Donc la transcription se fait bien, mais il y a un blocage au niveau de la traduction. On est d'accord. Maintenant, si on regarde le tableau 3, on peut mettre là, ici, même, que le problème se trouve au niveau de la traduction dans cet endroit-ci. Et si on regarde pour le tableau numéro 3 ou le graphique numéro 3, on peut voir que les deux n'augmentent pas. Que ce soit, n'augmente pas suffisamment, si vous voulez que je dise comme ça, que ce soit l'uracile ou euh, la phénylalanine. C'est-à-dire qu'on a un problème au niveau de la transcription. Parce que s'il n'y a pas de transcription, on ne produit pas d'ARN. Donc l'uracile n'augmente pas. Et comme il n'y a pas d'ARN, on ne peut pas faire les protéines parce que le substrat, entre guillemets, pour la traduction, c'est l'ARN. Mais comme on n'a pas fait de transcription, on ne fait pas de traduction. Ça signifie quoi? Si on a juste un blocage au niveau de la transcription, il n'y a pas d'ARN, il n'y a pas de protéines. Donc, ni l'uracile, ni le l'ARN ne vont augmenter. Donc, on peut conclure que pour ce graphique, si le problème est au niveau de la traduction, de la transcription, pardon. OK. Maintenant, on peut lire les propositions de réponse. Sur base des graphiques repris ci-dessus, quelle proposition est correcte? L'actinomyce, sachant que la courbe de l'actinomyce, c'est la courbe numéro 3. OK. L'actinomyce agit sur la traduction. On est d'accord que c'est faux, on vient de mettre sur la transcription. L'actinomyce n'agit ni sur la traduction, ni sur la transcription, c'est faux, ça agit sur la transcription. La pyromycine agit sur la traduction. On voit ici, agit sur la traduction, mais pas sur la transcription. On est d'accord, n'est-ce pas? Agit sur la traduction, mais pas sur la transcription. La pyromycine agit sur la transcription, mais pas sur la traduction. Non, mais agit plutôt sur la traduction. Non, la réponse correcte, c'est la réponse C. Je crois qu'on est tous d'accord. Voilà. Donc, on peut continuer. Question suivante. Le calcul de l'empreinte écologique.
d'une population humaine. Question suivante. Le calcul de l'empreinte écologique d'une population humaine de taille donnée exprime. Évidemment, ça, c'est une définition que vous devez retenir. Donc, c'est la réponse B. Donc, c'est la superficie biologiquement productive nécessaire à subvenir à ses besoins. OK? Et c'est une définition. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Donc, le calcul de l'empreinte écologique. Donc, nous passons à la question suivante. Le calcul de l'empreinte écologique d'une population humaine de telle donnée exprime. Donc, effectivement, la réponse, c'est la réponse B. Donc, c'est une définition, c'est à retenir. Donc, c'est l'estimation de la quantité de surface terrestre ou aquatique nécessaire à un individu, un groupe d'individus pour subvenir à leurs besoins. Donc, évidemment, ça à retenir. Donc, question suivante. Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la vitesse d'une réaction enzymatique dans les conditions non limitantes. Donc, là, c'est une question également évidente. On peut donc voir que la vitesse de la réaction augmente, puis diminue. Donc, il y a un moment où la vitesse de la réaction diminue. OK? Et c'est évident, c'est quelque chose que vous connaissez, on sait bien que c'est la température. Donc, il y a, et je vais vous expliquer, là, c'est donc du coup la température ou le pH. Vous allez souvent écouter ou lire dans les cours de chimie, on dit souvent dans les conditions de température et de pression ou des conditions de température et de pH. Alors, ça signifie quoi? Une réaction chimique, la vitesse d'une réaction chimique est déterminée par des facteurs, notamment la température et le pH. Par exemple, on vous dira qu'une enzyme est la plus active à, je sais pas, 37 degrés. Par exemple, on vous dira aussi qu'une autre enzyme est plus active à un pH de 2. Par exemple, l'amylase qu'on a dans la bouche, l'amylase salivaire est très active à 7 degrés. Les enzymes qu'on a dans l'estomac sont plus actives, par exemple, à 2 degrés. Et les enzymes qu'on a dans l'intestin sont plus actives je l'ai dit, à 2 de pH. Et les enzymes qu'on a dans l'intestin grêle sont plus actives à 8 de pH. Donc, c'est juste pour dire que si on prend une enzyme qui est le plus active à 7 de pH, si on descend en dessous, la vitesse de la réaction diminue. Si on va au-delà, la vitesse de la réaction diminue. Et c'est la même chose pour la température. Donc, dans le corps humain, par exemple, les enzymes sont très actives à une température de 37 degrés. OK? Et ça veut dire que plus on descend et plus on s'éloigne de 37 degrés, plus on va vers zéro, voire vers des chiffres négatifs, plus la vitesse de la réaction diminue. Pareillement, plus on s'éloigne de 37 degrés vers le haut, donc plus on va vers des températures hautes, plus la vitesse de la réaction diminue également. Donc on peut voir que dans toutes les réponses qu'on a ici, il y a température, mais il n'y a pas pH, donc c'est température qui est correcte. OK? Donc, et à ce moment, c'est ce point culminant, si où
la vitesse est maximale, on va appeler ça la température optimale. Donc, par exemple, pour l'organisme humain, la température optimale pour les enzymes est de 37 degrés. Le pH, ça varie. On a des pH acides, des pH basiques, des pH neutres. Donc, le pH optimal, par exemple, pour l'amylase salivaire, c'est 7. Le pH optimal pour les deux enzymes qu'on a dans l'estomac, c'est 2. Le pH optimal pour les nombreuses enzymes qu'on a dans l'intestin grêle est de 8. OK? Donc, voilà. La concentration de l'enzyme, c'est faux. La concentration du substrat, c'est faux. Alors, la concentration de l'enzyme, c'est faux. Pourquoi? Supposons qu'on a deux enzymes pour détruire ou bien pour réagir avec quatre substrats ou bien avec six substrats, sachant que une enzyme ne peut utiliser ou bien ne peut dégrader que deux substrats par seconde. Donc, la vitesse d'une enzyme, c'est deux substrats par seconde. C'est-à-dire que toute cette réaction-ci va se dérouler en combien de secondes? En 3 secondes. Maintenant, si on a plutôt trois enzymes, donc on a augmenté le nombre d'enzymes et on n'a pas changé le nombre de substrats, en fait, toute cette réaction-ci va se dérouler plutôt en 2 secondes. Donc, plus on augmente la quantité d'enzymes ou la concentration d'enzymes, plus la vitesse de la réaction augmente. Donc, en fait, la courbe doit être plutôt comme ça. Vitesse, concentration d'enzymes, et en fait, la courbe doit être comme ça. Parce que plus on augmente l'enzyme, plus vite les substrats sont dégradés. C'est normal. Plus on augmente la machine qui détruit les substrats, plus vite les substrats sont dégradés. Par contre, si on augmente la quantité de substrats et on garde le même nombre d'enzymes, en fait, c'est l'inverse qui se produit. Donc, c'est faux. OK, donc vous avez compris pourquoi les concentrations d'enzymes et de substrats sont fausses. Et le temps, évidemment, c'est faux. Si on met du substrat, on ne met pas d'enzyme, même si vous faites 100 ans ou 200 ans, en fait, jamais il y aura de, de réaction. Voilà. Donc, on peut continuer. On croise deux individus diploïdes dont les génotypes pour quatre gènes indépendants sont respectivement les suivants. Grand A, grand B, petit C, petit D, et grand A, petit B, C, D, D. Ce qu'on peut remarquer, c'est déjà que pour les deux derniers gènes, donc pour C et D, les deux individus sont comment? Homozygotes. Et les gènes sont indépendants. OK, les allèles en majuscule sont dominants et les allèles en minuscule sont récessifs. Quelle sera la fréquence du phénotype AB, grand A petit b, grand C petit d, grand C grand D? Bah, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire un échiquier de croisement. Donc, on fait, par exemple, on croise grand A, grand B, petit C, petit D, avec quoi? Grand A, petit a, petit b, grand C, grand D. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour vous rappeler que nous avons mis sur pied une application où il y a près de 5000 questions d'examen corrigées et expliquées. Donc, l'application s'appelle Cori Concours MD, que vous pouvez avoir en description. Donc, on a effectivement une version d'essai où vous avez quelques QCM, une centaine de QCM gratuits. Et pour avoir les 5000 questions corrigées et expliquées, vous devez payer un abonnement qui est de 29 € par mois. Donc, je profite de ce moment pour rappeler que nous avons mis sur pied une application qui s'appelle Cori Concours MD, où il y a près de 5000 questions du concours corrigées et expliquées. Donc, il y a l'explication pour chacune des questions. Ce sont des questions, des anciennes questions de ce concours et des questions types pour vous exercer. Vous pouvez avoir l'application sur vos différents stores, que ce soit App Store ou Play Store. Et sur l'application, il y a une version d'essai où vous pouvez essayer l'application avec déjà plusieurs QCM corrigés expliqués pour voir comment les explications se font et si nous sommes, entre guillemets, fiables. Et après, pour avoir la totalité des 5000 questions que j'ai expliquées, vous devez payer un abonnement de 29 € par mois. Donc voilà, si nous continuons à faire notre pédigré, si on ressort les gamètes, on aura dans le gamète grand A, grand B, petit C, petit D. C'est le premier gamète. Le deuxième ici, c'est grand A, petit B, petit C, petit D. Puis on a petit A, grand B, petit C, petit D, petit a, petit b,
petit c, petit d. Puisqu'on est d'accord qu'il n'y a que ces deux C qui changent. Le reste ne change pas. C'est toujours à chaque fois petit c, petit d. Donc, c'est soit grand A, grand B, petit c, petit d, c'est ça. Soit grand A, petit b, c'est ça. Soit petit a, grand B, soit petit a, petit b. Donc, on a quatre gamètes possibles. Qu'on croise avec quoi? Qu'on croise avec grand A, petit b, grand C, grand D, ou petit a, petit b, grand C, grand D. OK? On peut faire notre échiquier de croisement si vous voulez et voir ce que ça donne, même si vous vous doutez bien de ce qu'on obtiendra. Donc, je vais mettre ici grand A, grand B. Si vous permettez, on ne va plus écrire toute cette partie parce que c'est la même chose. Donc, à chaque fois, ce sera grand C, grand D sur petit c, petit d. Donc, on va juste écrire la partie qui est variable. Grand A, petit b, petit a, grand B, petit a, petit b. OK? Et de l'autre côté, on a donc grand A, petit b et petit a, petit b. Donc, ici, on aura donc grand A, grand B, petit b, grand A, petit a, petit b, petit b, grand A, petit b, petit b, grand A, petit a, petit b, petit b, grand A, petit a, grand B, petit b, petit a, grand B, petit b, grand A, petit a, petit b, petit b, petit a, petit a, petit b, petit b. Donc, on veut quoi? On veut ceux qui sont grand A, petit b. Donc, on va chercher tous ceux qui sont grand A, petit b. On a donc grand A, petit b là, grand A, petit b là, et grand A, petit b là. Tout le reste ne sont pas grand A, petit b. Là, par exemple, on a grand A, grand B. Et on est tous d'accord. Donc, on a donc 3 sur 8. Qui n'est pas d'accord jusqu'ici?
Donc, on doit prendre ceux qui sont grand A, petit b. Donc, on peut donc voir qu'on a grand A, petit b. Ça, c'est faux. Ici, on a grand A, grand B. Donc, ici, on a grand A, grand B. Donc, on peut donc voir que voici grand A. On a donc, on a donc grand A, petit b, grand A, petit b, grand A, petit b. Ah, pardon, vous m'excusez, il y a une. Pardon, vous m'excusez, il y a une petite erreur ici. Pardon, vous m'excusez, il y a une petite erreur là. Donc, c'est grand B là. OK, puisqu'on voit bien là qu'on a grand B et petit b. Donc, on doit donc venir chercher ceux qui sont grand A, petit b. Donc, on cherche ceux qui sont grand A, petit b. On a donc grand A, petit b, grand A, petit b, grand A, petit b. Donc, une fois qu'on a nos différents gamètes, on peut donc venir faire notre échiquier de croisement. On va le faire ensemble. Si vous permettez, on ne va... Une fois qu'on a notre échiquier de croisement, on va venir... une fois qu'on a notre échiquier de croisement, on va... Une, une fois qu'on a nos gamètes, on va venir tout simplement réaliser notre échiquier de croisement. Et si vous permettez, on ne va qu'écrire les A et les B. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que C et D, ça ne change pas. C et D, ça ne change pas. Donc, dans tous les cas, tous les individus seront grands C, grand D sur petit C, petit D. Donc, si on fait notre petit échiquier de croisement, on obtient donc du coup ça, vite fait. Donc, grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, petit a, petit b. Et ici, on a grand A, petit b, petit a, petit b. Ce qui nous donne donc grand B, petit b, grand A, petit a, grand B, petit b, grand A, petit b, grand A, petit a, petit b, petit b, petit a, grand A, grand B, petit b, ici petit a, grand B, petit b, et ici on a grand A, petit a, petit b, petit b, petit a, petit a, petit b, petit b. Et on nous demande ceux qui sont grand A, petit b. Donc on va venir les cocher.
ceux qui sont grand A petit b. On a donc grand A petit b, grand A petit b et grand A petit b. Tous les autres ne sont pas grand A petit b. Et donc, ça nous donne donc 3 huitièmes. Et on aurait même pu ne pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que on a 4 gamètes différents. Et ici, on a 2 gamètes. Donc, ça veut donc dire qu'au total, on ne peut avoir qu'au maximum 8 individus différents. Donc, ça veut dire que la réponse, c'est forcément avec un dénominateur qui est 8. OK? Ou au maximum 4 parce que ça peut être pair. Donc, la réponse était forcément entre ça et ça. Donc, mais pour plus de prudence, bien sûr, faites le pedigree. Mais c'était évident d'emblée que c'était avec un dénominateur qui était 8. OK? Ça ne pouvait pas être 32 parce qu'il ne peut pas avoir 32 individus différents. Et 64 pareillement. Ça peut être 8 ou 4 parce que 6, si on a par exemple 6 sur 8, en fait, ça veut encore dire 3 quarts. C'est pour ça que le dénominateur peut être 4. OK. Mais le plus petit possible, c'est 1 sur 8. Donc, on ne peut pas avoir un dénominateur qui est supérieur à 8 parce qu'on n'a que 8 gamètes différents. Enfin, 4 gamètes d'un côté et 2 de l'autre côté. Question suivante. L'hémophilie A est une maladie monogénique causée par une déficience du facteur 8 de la coagulation, sans s'en faut. OK. Vous n'avez pas besoin de retenir en quoi consiste la maladie. L'arbre généalogique ci-dessous est celui d'une famille où sévit cette maladie. Qu'est-ce que vous remarquez d'emblée? Vous connaissez déjà bien l'hémophilie. Première chose qu'on remarque, c'est qu'on n'a que des garçons atteints. OK, aucune fille. Deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'on a des parents sains qui ont des enfants malades. Par exemple, on a ces deux parents sains qui ont des enfants malades. On a ces deux parents sains qui ont des enfants malades. OK. Et lorsqu'on a deux parents sains qui ont des enfants malades, on peut conclure que la maladie est comment? Récessive. OK. Et en plus de ça, on voit ici qu'il n'y a que les hommes qui sont atteints, ce qui est dans le cas de l'hémophilie, on connaît bien, c'est une maladie portée par X. Donc, le gène de la maladie est porté par X et est récessif. L'hémophilie est une maladie monogénique causée par la déficience du facteur 8 de coagulation. L'arbre généalogique suivant ci-dessous est celui d'une famille où sévit cette maladie. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque deux choses. Premièrement, on peut voir que des parents sains ont des enfants malades, comme ici, comme ici, comme ici. Et lorsque c'est le cas, on peut conclure que la maladie est comment? La transmission récessive, comme c'est le cas pour l'hémophilie. Je crois que vous connaissez déjà bien l'hémophilie. Et deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a que des garçons qui sont atteints. Et là, vous pouvez conclure que la maladie est portée par X. Mais durant les cours de préparation, je vous expliquerai mieux comment déterminer si c'est porté par X ou par Y. Par exemple, lorsqu'une maladie est portée par X et récessive, ça veut dire qu'une femme qui est malade est X malade, elle va forcément transmettre la maladie à tous ses garçons parce qu'elle va donner un X à ses garçons, alors que le père va donner le Y à ses garçons. Donc, tous les garçons seront X malades, Y. OK, donc ça, on apprendra à faire ça durant les cours de préparation. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message si ça vous intéresse. OK, donc maintenant, on peut lire la question. On sait déjà que notre maladie est portée par X et est comment? Et est récessive. Ça veut donc dire que les garçons malades sont X malades, Y, donc qu'une seule allèle. Les femmes malades sont X malades, X malades. Les femmes saines peuvent être hétérozygotes. Donc, voilà. La technique du Southern Blot permet de mettre en évidence des séquences spécifiques dans l'ADN génomique d'un sujet. Des généticiens ont utilisé cette technique pour quantifier le nombre de séquences correspondant aux allèles sauvages. L'allèle sauvage, c'est l'allèle saine. Et l'allèle morbide, c'est l'allèle malade. Donc, on va appeler S sauvage dans l'allèle saine et morbide pour malade. Donc, les hommes malades sont par exemple X, M, Y. Donc, ils n'ont qu'une seule allèle du gène parce qu'ils n'ont qu'un seul X. Les femmes malades, il n'y en a pas là, sont X, M, X, M. Donc, ont deux allèles malades. Les femmes saines peuvent être XS, XS, donc ont deux allèles sauvages, ou comment? Ou XS, XM, donc auront une allèle sauvage et une allèle malade. Donc, ça, ce sont les sains, ça, ce sont les malades. OK? Donc, on peut donc conclure que tous les garçons qu'on voit, donc que ce soit Arthur, Oscar et les deux autres, on peut conclure qu'ils sont comment? Qu'ils sont XM, Y. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. On dit le tableau suivant donne le résultat de leurs analyses. Donc, on voit donc allèle sauvage, allèle morbide.
OK, donc on veut savoir A correspond à qui? Est-ce que A correspond à Arthur ou à Chloé ou à Christian ou à Marie-France? B correspond à qui? Donc, je suppose qu'on doit remplacer A, B, C, D par les noms, par Arthur, Chloé, Christian et Marie-France. On commence par le plus facile, Arthur. OK. Arthur est malade, ça veut dire qu'il est quoi? Il est XMY. OK. Et comme il est XMY, ça veut dire qu'il a une allèle morbide et une allèle et aucune allèle sauvage. Donc, il est comme ça. OK. Donc, B, c'est correspond à Arthur. On est d'accord jusqu'ici. B, c'est Arthur. OK. Marie-France est comment? Est saine, mais elle a des enfants malades, sachant que le père, Christian, est comment? Est totalement sain. Donc, Christian, il est X sauvage Y, parce que s'il était XM, il serait malade. Donc, Christian a une seule allèle, mais c'est l'allèle sauvage. Donc, il n'a pas d'allèle mobile. Donc, voici Christian ici. Donc, A correspond à Christian. OK. Et Marie-France est comment? Est hétérozygote puisqu'elle a des enfants malades. Donc, elle est XS, XM. Et c'est donc pour ça qu'elle transmet donc le quoi? Le XMC à la moitié de ces garçons. On peut voir. OK. Donc, on peut donc dire que Marie-France a quoi? A une allèle saine et une allèle malade. Donc, elle correspond à ça. Donc, D, c'est Marie-France. Et donc, on peut conclure donc que le C, donc du coup, c'est Chloé. OK. Qui a deux allèles saines. Donc, on peut donc trouver facilement la réponse ici. A, Christian. B, Arthur. D, Marie-France. C, Chloé. C'est la réponse C. Parmi les propositions suivantes, quel est le classement correct par ordre croissant de la taille? Donc, acide aminé, enzyme, ribosome, virus du sida, mitochondrie, ovocyte. Donc, on peut remarquer qu'en fait, dans les quatre propositions, ce sont les mêmes structures qui sont comment? Qui sont rangées dans un ordre différent. Et ce qu'il faut faire, c'est de les ranger deux à deux et à ce moment-là, on va pouvoir classer. Donc, par exemple, on sait qu'une enzyme, c'est une protéine. Et une protéine est constituée de plusieurs acides aminés. Donc, les acides aminés, que je vais abréger AA, les acides aminés sont plus petits que les enzymes. On est d'accord. OK? Les acides aminés sont plus petits que les enzymes. Donc, parce que les enzymes sont des protéines. Et les protéines sont produites où? Au niveau des ribosomes. Donc, les protéines sont produites dans le ribosome. Ça veut dire que les enzymes sont plus petits que les ribosomes. La mitochondrie est un organite au même titre que le ribosome. Et la mitochondrie est un organite qui est comment? Semi-autonome. Et si vous vous souvenez bien, dans les cours, on vous dit souvent que la mitochondrie contient ses propres ribosomes. C'est pour ça qu'on dit que la mitochondrie est semi-autonome. Donc, deux choses pour savoir que la mitochondrie est plus grande que le ribosome. Un, la mitochondrie, c'est l'organite le plus grand dans la cellule humaine. Et c'est facile à savoir parce que la mitochondrie contient son propre ADN et ses propres ribosomes. Donc, la mitochondrie est beaucoup plus grande que le ribosome. D'ailleurs, le ribosome, c'est l'organite le plus petit. OK. Et l'ovocyte, c'est une cellule. Et une cellule contient quoi? Des organites. C'est-à-dire que l'ovocyte est aussi plus grand que la mitochondrie. Celui qu'on ne sait pas placer parce qu'il n'entre pas dans la cellule, c'est le virus du VIH. Il n'entre pas dans une cellule. Mais on sait par exemple que le virus du VIH contient des enzymes. Donc, forcément, des enzymes sont plus petites que les, les- sont plus petites que le virus du VIH. Donc, le virus du VIH est au moins à ce niveau-ci. Il ne peut pas être plus bas que ça. Et on regarde dans ce qui correspond à ça. OK. Déjà, on classe par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Donc, tout ce qui n'a pas acide aminé en premier est déjà faux. Donc, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Après, acide aminé, on a quoi? On a enzyme. On peut conclure donc que ça, c'est faux. Et on s'arrête là.
OK? Et donc la réponse correcte, c'est la réponse A. Parmi les propositions suivantes se rapportant à la division des cellules d'un humain mâle, laquelle est correcte? La méiose produit 4 cellules haploïdes. On est d'accord, on peut s'arrêter là. L'utilisation abusive d'antibiotiques entraîne un accroissement de la fréquence des souches bactériennes qui sont résistantes. Lequel des mécanismes suivants est à l'origine de cet accroissement? L'apparition d'une compétition entre les souches résistantes et sensibles, non. La survenue d'une mutation génétique induite par des antibiotiques, un déséquilibre de relations interspécifiques, les processus de sélection naturelle, évidemment. Ça veut dire l'environnement va sélectionner les bactéries qui sont résistantes. Ça veut dire que si on utilise des antibiotiques, les bactéries vont être tuées par les antibiotiques. Celles qui sont résistantes vont survivre. Et c'est donc celles qui sont résistantes qui vont se multiplier et vont produire des bactéries qui sont résistantes. Donc, au final, au fil des générations, il n'y aura que des bactéries résistantes parce que celles qui n'étaient pas résistantes ont déjà été tuées par des antibiotiques. Donc, c'est la sélection naturelle dont l'environnement sélectionne des caractères qui permettent de survivre dans le milieu. Parmi les propositions suivantes, quelles caractéristiques différencient les cellules animales des cellules végétales photosynthétiques? L'usage de la glycolyse produit de l'ATP. Donc, on fait la glycolyse aussi bien dans la cellule animale que végétale, ok, et même la glycolyse aérobie, puisqu'il y a de la mitochondrie aussi dans la cellule végétale. La capacité à se diviser par mitose. Donc, toutes les cellules eucaryotes font des mitoses. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est commun. Le nombre de couches lipidiques sur la membrane plasmique, donc c'est faux. La membrane plasmique des cellules animales et végétales ont une double couche lipidique. Ok. La voie d'assimilation du carbone. Donc, les cellules végétales sont les seules à prendre le carbone inorganique pour le faire transformer en carbone organique, c'est la photosynthèse. Donc, c'est ce qui est correct. Donc, voilà, on a terminé avec cette épreuve de biologie. On se retrouve plus tard pour corriger d'autres épreuves du concours. Donc, je rappelle que les cours de préparation se déroulent à partir du 1er juillet jusqu'au 21 août. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus sur comment ça se déroule sur notre méthode. Et la deuxième chose que je voulais préciser, c'est que l'application où il y a 5000 QCM corrigés et expliqués également disponible, le lien est en description de la vidéo pour télécharger l'application. Si vous avez des questions en rapport avec l'application, vous pouvez également m'envoyer un message. Ciao!